Bonjour Claude Janvier, bienvenue sur Tribune Libre à nouveau. Je suis ravie de vous recevoir. Vous êtes essayiste, entre autres choses, et vous avez coécrit un livre qui est impressionnant. Vous l'avez coécrit avec François Lagarde, c'est bien ça? C'est ça. Bah déjà, bonjour Stéphanie et merci de m'inviter une nouvelle fois. C'est toujours un plaisir. Et puis oui, effectivement, c'est un livre que j'ai coécrit avec un ami qui s'appelle François Lagarde. Ouais, absolument. Il s'intéresse beaucoup aux millefeuilles de l'État profond, tout comme vous. D'ailleurs, ce livre s'appelle L'État profond français. Qui, comment, pourquoi? C'est un peu le who's-who de l'État profond français. Il est extrêmement complet. Et moi, il m'a impressionné. Ça ressemble à un énorme travail de recherche. C'est très chiffré, très documenté. D'abord, je voulais savoir pourquoi vous avez écrit ce livre. Quelle a été la motivation profonde? Bah, la motivation profonde, c'est qu'effectivement, on s'est dit avec mon ami François, bon, ça serait intéressant quand même de commencer à faire un livre un peu documenté sur l'État profond français. Et puis, ce qui était intéressant au départ, c'était pas prévu comme ça, c'était qu'on puisse le sortir juste avant les élections européennes, chose qu'on a réussi à faire, parce que c'était un peu un exploit, parce qu'en fait, on s'est décidé au mois de février. Et mois de février, pour le publier, l'écrire et le publier mi-mai, c'était un peu compliqué. Mais bon, notre éditeur a joué le jeu et je l'en remercie d'ailleurs. Et du coup, voilà. Donc l'idée, en fait, l'idée pourquoi? C'est parce qu'en fait, beaucoup de gens s'intéressent évidemment au président, au ministre, à tout ce qu'on voit. Mais ça, c'est ce qu'on voit. On peut dire que les présidents et les ministres sont sur des sièges éjectables, hein, puisqu'ils sont sur des contrats à durée déterminée, finalement. Des CDD bien payés, mais ça reste quand même des CDD. Alors que la haute administration française qui est derrière et la haute sphère du privé, en général, c'est plutôt des carriéristes et ils sont même assez indéboulonnables. Donc en réalité, les ministres passent et la haute administration publique continue d'exister. Donc c'était intéressant effectivement de se pencher un peu sur toute cette machinerie, cet appareil étatique. Et d'ailleurs, on le voit, on a vu que ça n'empêche pas un pays, même quand il n'y a pas de ministre nommé, et quand même Emmanuel Macron nous a fait le coup plus de 40 jours, je crois que ça a duré 50 jours ou 60 jours, sans nommer de Premier ministre, donc sans avoir un gouvernement en fait, sans avoir de gouvernement, eh bien notre pays a continué à tourner, hein. Rien ne s'est arrêté, tout a continué à tourner, donc ce qui veut dire que derrière, il y a vraiment une machinerie administrative et la haute sphère du privé continue sans problème à fonctionner. D'ailleurs, en Belgique, il y a un précédent, puisqu'en Belgique, je crois qu'en Belgique, ils se sont passés de gouvernement pendant plus d'1 an. Et en fait, la Belgique, la Belgique n'a pas implosé. La Belgique est toujours là. Donc l'État profond belge a continué à fonctionner. Parce qu'en fait, si on veut clarifier un peu les choses, l'État profond, c'est ce qu'on ne voit pas. Mais c'est aussi ce qu'il faut signaler, je veux dire, c'est qu'un État profond est présent dans tous les pays. En réalité, chaque pays a un État profond. En réalité, dès qu'on touche à l'appareil de l'État ou aux fonctionnaires d'État et la haute sphère privée, c'est ce qu'on appelle un État profond. Alors après, est-ce qu'un État profond, la grande question, c'est ça, c'est est-ce qu'un État profond va dans le sens du bien-être du peuple et de la société, ou est-ce que l'État profond ne va pas dans le sens du bien-être du peuple et de la société? Et ce qui nous a paru intéressant avec mon ami François Lagarde, c'est que justement de mettre en évidence que l'État profond français, force est de constater qu'il ne va pas du tout, mais alors pas du tout, dans le sens de l'amélioration du bien-être du peuple français. Il va même à son encontre. Donc, ça nous a paru très intéressant, effectivement, d'en écrire un peu les tenants et les aboutissants. Et vous dites que dans le livre, vous dites que l'État profond agit de manière discrète et secrète. Donc c'est toujours sa manière de fonctionner, j'imagine. Est-ce que vous auriez un ou des exemples précis à nous donner? On n'est pas au courant de ce qui se passe au niveau de la haute administration. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que, en fait, les Français, la majorité des Français ne peuvent pas s'imaginer une seule seconde de ce qui se passe dans les rouages administratifs. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le cœur d'un pays, c'est en général son ministère des Finances, hein. C'est l'argent. En France, c'est Bercy. Bercy, déjà, c'est
de par sa position stratégique, est assez étonnant, puisqu'il y a un héliport quand même, je le rappelle, sur le toit de Bercy. Bercy a son port fluvial, c'est-à-dire qu'on peut arriver tranquillement par vedette et accoster un port privé. Bercy, c'est l'Empire, c'est le cœur de la France. Et comme on est un pays riche, eh bien, qui dit pays riche dit attirer la convoitise de pays étrangers. Et le problème, c'est que Bercy, et l'exemple s'est vérifié tous les jours, c'est que de plus en plus, l'ingérence américaine, puisque c'est elle principalement, donc, est présente, est omniprésente à Bercy. Donc, on peut dire qu'un géant comme BlackRock, aujourd'hui, qui est quand même un géant financier, qui est le géant financier numéro 1 au monde, puisque BlackRock, c'est, je le rappelle vite fait, c'est 9 000 milliards d'actifs, gérés pour à peu près une trentaine de millions d'investisseurs. Ils ont des parts dans toutes les grandes sociétés occidentales, y compris le Japon en plus, et puis les anciens pays du Commonwealth, comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Ils ont peu ou pas trop d'emprise pour l'instant sur la Fédération de Russie et la Chine, et quelques pays des BRICS, mais n'empêche que les 3/4 de la planète sont sous le contrôle de BlackRock. Et BlackRock a son rond de serviette à Bercy. Voilà, BlackRock a son rond de serviette à Bercy. Son président Larry Fink a été reçu, je crois, 3 ou 4 fois par Emmanuel Macron. Et le cabinet McKinsey, d'ailleurs, a aussi, le fameux cabinet McKinsey, qui a empoché quand même des millions d'euros, pour pas faire grand-chose d'ailleurs, a son rond de serviette aussi à Bercy. Donc on voit bien cette espèce d'ingérence étrangère anglo-saxonne, et aussi la banque Rothschild, parce que la banque Rothschild, c'est pas une banque française. Donc, Emmanuel Macron a quand même fait un séjour à la banque Rothschild, et c'est quand même à son époque où Emmanuel Macron était encore à l'époque ministre de l'économie et des finances sous le quinquennat de François Hollande, qu'il nous a bradé Alstom. Il l'a vendu aux Américains pour pouvoir à General Electric, pour le racheter après à double triple de prix. Donc ça, voilà, ça, on peut dire, c'est de l'état profond. En fait, la majorité des Français ignorent beaucoup de choses sur comment est géré un État. Et encore une fois, ce ne serait pas grave en soi si cet État faisait en sorte d'améliorer les conditions de vie, réguler l'inflation et arrêter de vendre à l'encan toutes nos industries. Mais en France, malheureusement, force est de constater qu'on est de plus en plus en train de remettre les clés de notre pays à l'impérium US. Oui. D'ailleurs, on peut dire que Macron, c'est en quelque sorte la face émergée de l'iceberg, de ce grand millefeuille. Donc ma question suivante, c'est finalement ces clubs, ces think tanks ou ces sociétés secrètes, sont-ils tous le passage obligé d'un président de la République en France? Ah bah oui, c'est du réseau, c'est ce qu'on appelle le réseautage, c'est-à-dire, alors effectivement, dans notre livre avec François Lagarde, on cite les principaux, et les principaux clubs secrets discrets. Il y a le Siècle, incontournable. Ils se réunissent à peu près 1 à 2 fois par an lors de dîners fastueux. Et là, on peut dire que c'est un des piliers de l'État profond, le Siècle, vraiment un pilier. Ah, c'est un pilier, oui, c'est un pilier, parce qu'on a retrouvé président ou directeur ou même simplement tous les grands de ce monde, c'est-à-dire tous les grands de ce monde ont été ou sont toujours présents au Siècle. Et des gens pas forcément très connus du grand public, ou tout au moins qui ont été un peu oubliés, mais qui sont toujours là. Je fais référence, par exemple, on fait référence ici à Claude Bébéar, par exemple, à Henri de Castries, à Marc Ladré de la Carrière, d'ailleurs. Et tous ces gens-là, on les cite un peu dans notre livre, parce que ce sont des gens qui ne sont pas forcément très connus, mais qui sont des grands décideurs, qui font partie des grands décideurs de notre pays. Donc, il y a ce fameux club du siècle où toute cette intelligentsia de la haute fonction publique et de la haute sphère privée, y compris les grands patrons de presse aussi, se réunissent. Et à l'occasion de dîners fastueux, donc s'échangent un peu les postes et définissent les grandes lignes de la politique de notre pays, tout en conservant pour eux-mêmes tous les avantages, les salaires qui vont avec, etc., etc., parce que c'est de cela dont il s'agit. Il est hors de question pour eux tout d'un coup d'abandonner leurs privilèges. Et quand même, ils ont d'énormes privilèges.
Je veux dire, quand on prend le cas de Jack Lang, par exemple, qui a 82 ans, est reconduit pour la 3e fois, je crois, à la tête de l'Institut du monde arabe. Donc ce monsieur qui doit déjà toucher 15 000 euros de retraite, en plus palpe 10 000 euros de salaire pour présider l'Institut du monde arabe, pour lequel il ne fait rien. Il préside, donc il boit des coupettes, en gros, il mange des toasts de foie gras, et le reste, il serre des mains et il touche 10 000 euros par mois. C'est pas mal quand même, c'est pas mal, c'est pas mal. Vous êtes en train de décrire ce qu'on appelle une plutocratie. C'est ça, une plutocratie. Une plutocratie parasitaire, parce que c'est cette plutocratie qui nous parasite totalement, en fait, qui parasite notre pays et qui fait en sorte qu'on se retrouve avec de plus en plus d'inflation, de plus en plus de pauvreté aussi, parce que en France, malheureusement, on en est à 15 800 000 pauvres. C'est un chiffre qu'on avait documenté avec mon ami Jean-Louis Zambert quand on a écrit tous les deux le virus et le président, qui est un livre qui n'a pas pris une ride depuis qu'on l'a sorti fin 2020. Et on mettait en exergue effectivement que dans notre beau pays, on en est à 15 800 000 pauvres, et 15 800 000 pauvres sur 32 millions d'actifs, ce qui est quand même énorme, où de gens sont ballottés entre des petits boulots précaires, des CDD, mais pas des CDD politiques, à 15 000 euros par mois, des CDD à 500 euros par mois, sans compter tous ceux qui ne sont pas inscrits à Pôle emploi, ou tous ceux qui sont inscrits qui ne touchent rien, etc. Parce qu'en France, les statistiques sont biaisées. On ne vous dira jamais qu'en France, on est à 15 800 000 pauvres. On vous dira non, il y a beaucoup moins que ça. Mais parce qu'en France, c'est simple, les statistiques, on peut leur faire dire ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'en France, quand vous recevez 800 euros de salaire par mois, c'est le minimum, vous êtes considéré comme pauvre. Voilà. Mais au-dessus de 800 euros, c'est-à-dire à 801 euros, vous n'êtes plus considéré comme pauvre. Vous passez la statistique supérieure, où là, vous êtes considéré comme quelqu'un qui a un revenu modeste, certes, mais vous n'êtes plus considéré comme pauvre. Donc, on voit bien que les chiffres sont totalement biaisés. Et effectivement, à 801 euros ou à 799 euros, le pouvoir d'achat reste le même. Donc, c'est voilà. Et donc, on est vraiment dans un énorme problème parce qu'on a cette plutocratie parasitaire qui a un mépris en plus, viscéral envers le peuple. Il faut quand même le souligner. Ils ont un mépris viscéral envers le peuple. En fait, le peuple ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est de conserver leurs privilèges. Alors, ils s'échangent les postes comme ça. Et ça, c'est vraiment de l'état profond. Ça, c'est vraiment du copinage et du réseautage. D'ailleurs, il y a un chapitre intéressant aussi. Vous parlez des chevaux de Troie. Notamment le cas de Christine Lagarde, sans raconter tout ce qui est dans le livre parce qu'il faut le lire, mais le cas de Christine Lagarde est intéressant. Vous pouvez nous en dire 2 mots pour nous appâter? Le cas de Christine Lagarde est intéressant parce qu'elle a été effectivement, elle a suivi le même chemin, je dirais, qu'Emmanuel Macron et de quelques autres. C'est-à-dire, ce sont des gens, en fait, ils sont parachutés. Ils font une entrée donc dans Bercy, via Bercy, pardon, et par tout un système de réseautage, ils se retrouvent propulsés soit pour Emmanuel Macron à la tête de la présidence de la République française, quand même, soit pour Christine Lagarde au FMI, qui aujourd'hui coule des jours heureux, présidente au FMI, avec un salaire. Parce qu'il faut quand même le rappeler, quand vous êtes à la tête du FMI, attention, vous touchez à peu près de mémoire 400 000 ou 500 000 dollars par an. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas imposable. Parce que vous êtes à la tête du FMI et les salaires versés par le FMI ne sont pas imposables. Ça veut dire qu'en fait, quand vous touchez 400 000 dollars ou 500 000 dollars par an, c'est net d'impôts. Ça veut dire que ça va directement dans la poche. In the pocket in English, n'est-ce pas? Donc, c'est quand même assez intéressant. Et le cas de Christine Lagarde, oui, c'est ça. C'est comme le cas d'Emmanuel Macron. C'est vraiment du réseautage. Alors, il y a un point commun avec tous ces gens-là, c'est qu'ils sont tous passés pratiquement, à part quelques-uns, par aussi tout le réseau de formatage du Young Global Leader, c'est-à-dire la fameuse école lancée par Klaus Schwab en 2004. Et on peut remarquer quand même une constante, en fait, chez tous nos politiciens, c'est qu'à part
exceptions, quelques exceptions près, sont tous passés par cette école de formatage schwabienne, si je peux l'appeler comme ça. Parce que quand on prend les listes de quelles sont les personnalités politiques qui sont passées par chez Schwab, on trouve Macron, bien sûr, et sans surprise Emmanuel Macron, mais on trouve aussi Gabriel Attal, on a retrouvé surprise Marlène Schiappa, etc., etc. Donc c'est très intéressant, mais ils ont tous le cerveau, enfin, oui, c'est ça, ils ont tous le cerveau, ils sont tous formatés pour aller dans une direction. Et la direction, c'est de s'en mettre plein les poches et de continuer à obéir aux ordres aussi, ça c'est très important. Il faut obéir aux ordres qui viennent de là-haut, donc de l'oligarchie financière mondiale apatride. D'ailleurs, nous pouvons saluer ici un des rares Young Global Leaders qui a échappé au formatage et qui en est sorti, c'est notre ami Yves Pozzo di Borgo. Exact. Voilà, il y a quelques exceptions près, effectivement. Quelques exceptions près. Moi, c'est faisable, on peut en sortir. Ah, mais on peut en sortir. Je pense que c'est une question d'intégrité. Est-ce que les gens... Le problème, c'est ça. Est-ce qu'on a est-ce qu'on possède une certaine intégrité? À un moment donné, on se dit, bon, ça va, j'ai adhéré, vu ce qui se passe et vu quand même le niveau de criminalité et de cupidité, parce que c'est de la haute criminalité, c'est de la criminalité en col blanc quand même. À un moment donné, si on a une certaine éthique et une certaine intégrité, on s'est dit, bon, allez, basta, ça y est, c'est bon, j'en sors. Mais des cas comme Yves Pozzo di Borgo, il y en a très peu. En réalité, tous, ils sont bien contents de conserver leurs énormes privilèges. En plus, ce sont des gens, ils sont recasés partout sans arrêt. Schiappa, je ne sais plus, elle a été recasée, je ne sais plus où, là, je crois qu'elle anime une émission de radio, enfin, je ne sais plus quoi. Christophe Castaner, on se rappelle, le boucher, le ministre de l'Intérieur, le boucher des Gilets jaunes, hein, j'ai pas peur des mots, a été recasé pour bon et loyaux service à la présidence du port autonome de Marseille et aussi à la présidence de la société qui gère le tunnel du Mont Blanc. Donc c'est vrai que très bon salaire. En fait, ce sont des postes qui ne servent à rien puisque c'est pas eux du tout qui gèrent. Hein. Il y a toute une équipe qui gère derrière. Mais comme Jacques Lang, ils boivent des coupettes et ils mangent des petits toasts sympas. Et en attendant, ils touchent des salaires pharaoniques. Voilà, c'est ça. Vous dites que ça fait penser à des emplois fictifs. Bon, oui. De toute façon, oui. Mais c'est toujours pareil. La justice ne va pas s'y intéresser parce que la justice n'a pas d'ordre. Ils n'ont pas reçu d'ordre. Le cas de François Fillon était intéressant à ce niveau-là parce qu'ils l'ont plombé complètement pour une histoire d'emploi fictif. Certes, ça existait, pourquoi pas. Je ne conteste pas. Mais l'acharnement qui a été employé pour dézinguer François Fillon pose question. C'est-à-dire qu'à l'époque, il ne fallait absolument pas qu'il soit élu président de la République. Donc, ils l'ont dézingué. Et quand je dis qu'ils l'ont dézingué, l'État profond l'a dézingué. Voilà, au profit d'Emmanuel Macron. On dit qui d'ailleurs, à ce sujet, on s'est posé la question comment un parfait inconnu qui s'appelle Emmanuel Macron a pu être quand même un parfait inconnu du grand public, hein, parce qu'à l'époque, il était ministre de l'économie et des finances, donc sous François Hollande, le grand public ne le connaissait pas. Et comment ce parfait inconnu a pu être tout d'un coup être élu président de la République en 2017. Et en réalité, c'est là où il y a une collusion publique-privée, hein, dans les hautes sphères. Et en réalité, c'est grâce à un dénommé Sylvain Faure, hein, qui s'est occupé de la communication d'Emmanuel Macron, qui à l'époque avait créé une agence de communication qui s'appelle Still & Holt. Et cette agence, grâce à cette agence de communication et avec un pactole, parce qu'il faut beaucoup d'argent pour lancer une campagne comme ça de cette envergure, cette agence donc, lui a obtenu 8000 articles de presse écrits, donc ça c'était avant qu'il se fasse élire en 2017, 8000 articles de presse écrits, sans compter les interviews de télé et les interviews radio. Donc ça a été un véritable matraquage, et ça a permis à Emmanuel Macron de passer du stade inconnu au stade connu et de se faire élire président de la République. Absolument, j'en ai entendu parler de ce Sylvain Faure par notre cher Juan Branco, qui... Oui. J'ai une autre question, en fait, cet État profond français, il n'est pas purement français, il est infiltré par l'hégémon états-unien. On peut dire que l'État profond français est bien sous la coupe de l'État profond américain. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Oh bah, on peut le dire ça même comme ça, oui, on peut même entériner la chose. Soyons audacieux. Oh bah, de toute façon, ça fait partie, si on commence à analyser exactement la situation, on en est où?
On en est à 3 géants financiers qui gèrent en fait pratiquement les 3 quarts de la planète. C'est-à-dire, j'ai nommé le numéro 1 tout à l'heure, c'est BlackRock, le numéro 2 c'est Vanguard, et le numéro 3 c'est State Street. Bon, 9 000 milliards de dollars gérés par BlackRock, 7 000 milliards d'actifs gérés par Vanguard et 3 000 ou 4 000 milliards gérés par State Street. Le cas de Vanguard, mais ça je l'avais déjà écrit dans mon bouquin Les Démasqués. Le cas de Vanguard est intéressant puisque Vanguard a été créé donc par les 13 grandes familles les plus riches au monde dans les années 75. Et quand je parle des très grandes familles les plus riches au monde, le grand public en connaît au moins 2, les Rothschild, les Rockefeller, ça c'est clair, mais après il y en a un peu moins connus. Il y a la famille Vanderbilt, la famille Orsini, la famille royale d'Angleterre. C'est pas tant qu'elle soit immensément riche, mais ils ont un bon carnet d'adresses puisqu'il y a la City de Londres qui marche beaucoup avec aussi la famille royale d'Angleterre. Il y a Morgan Sachs, il y a récemment ils ont coopté la famille Bush, etc. Mais ce qui est intéressant, au-delà de qui a apporté les capitaux de Vanguard et qui a créé cette monstruosité financière, ce qui est intéressant surtout aussi, c'est que Vanguard n'est pas coté en bourse. C'est-à-dire que Vanguard, en fait, on ne peut pas faire une OPA sur Vanguard. Personne ne peut acheter une action de Vanguard. Personne. Donc, ça laisse Vanguard totalement indépendant et totalement sous la coupe de ces 13 familles. En revanche, Vanguard est actionnaire de BlackRock. Ça, c'est très intéressant. Vanguard est actionnaire donc de tous les grands médias américains, français, etc. Vanguard est actionnaire de toutes les usines d'armement aujourd'hui, qu'elles soient américaines ou qu'elles soient européennes, et Vanguard est actionnaire de toutes nos grandes sociétés du CAC 40, par l'intermédiaire de BlackRock aussi, mais on est dans un petit monde. Donc à partir du moment où tout est géré en Occident quasiment par le dessus par ces 3 monstres financiers, ce sont eux qui contrôlent Bruxelles, soyons clairs. Hein. Bruxelles aujourd'hui est totalement inféodée donc, à cette oligarchie financière mondiale apatride et à tout ce complexe militaro-industriel américain. Et à partir du moment où Bruxelles est inféodée aux US, tous les États européens occidentaux sont effectivement sous la coupe donc, de ces trusts financiers interplanétaires. Donc, en réalité, nous sommes totalement dépendants de cette oligarchie. Donc l'État profond mondial gère complètement l'État profond français. En fait, l'État profond français ne fait qu'appliquer les ordres émanant de l'État profond mondial, en gros, tout en permettant effectivement aux décideurs français de se la couler douce et de jouir un peu de tous les avantages que l'on peut jouir quand on a des très bons salaires, des voitures de fonction, des appartements qui vont avec, et etc., etc., etc. Voilà. En gros, ça marche comme ça. Et j'imagine que vous avez certainement lu le livre qui établit les liens entre la mafia et la Maison Blanche. La mafia et la Maison Blanche qui fait aussi référence à des grandes familles américaines, telles que les Pritzker, et qui ont une influence énorme sur l'élection américaine, justement. C'est une grande question d'argent. De toute façon, on en est là. Le problème, c'est que pour se présenter à la présidence américaine, c'est monstrueux. Il faut aligner des millions et des millions de dollars. Mais quand on regarde même au niveau de la France, c'est assez monstrueux. Je ne sais pas si vous le savez ou ceux qui nous écoutent le savent, mais rien que pour présenter une liste aux élections européennes, un parti doit mettre à peu près 1 million, 1,5 million d'euros sur la table. Ça veut dire qu'on ne peut pas déposer une liste pour une élection européenne si on n'a pas 1 million, 1,5 million d'euros. En réalité, se présenter aujourd'hui aux élections coûte des sommes pharaoniques. Donc, si on n'a pas les moyens, on ne se présente pas. Donc, en réalité, c'est une affaire de dupes parce que seuls ceux qui sont supportés par des partis qui sont riches ou seuls ceux qui éventuellement auraient une fortune personnelle peuvent se présenter. Mais ce qui effectivement ça cloisonne tout, je veux dire. Ça veut dire qu'en fait, un kidam moyen qui aurait quand même de belles idées ne pourra jamais se présenter. Impossible, c'est impossible. Donc le système est verrouillé. Le pouvoir corrompt et le pouvoir a des rapports incestueux avec l'argent, toujours en fait. On n'en sortira jamais. La cupidité, malheureusement, mène le monde. Mais en plus, ce qui est dramatique, c'est que
qui est dramatique, c'est que la justice ne fait pas son travail. C'est-à-dire que si la justice de nos pays faisait son travail, mais faisait son travail vraiment, c'est-à-dire en toute impartialité et sans copinage et sans réseautage, et on pourrait avoir des sociétés qui tournent mieux parce qu'il y aurait moins effectivement de copinage, il y aurait moins de détournement de fonds, parce qu'attention, on est quand même dans des systèmes mafieux où il y a énormément de détournement de fonds publics. Les comptes offshore, ça tourne toujours à plein régime. Donc, on se retrouve avec des gens qui sont à la tête de pays où il n'y a pas de garde-fou. C'est-à-dire il n'y a pas une institution qui peut remettre les choses en place. Donc, à partir du moment où, je dirais, les notions d'éthique et d'intégrité partent complètement à volo, automatiquement, chacun fait ce qui lui plaît. Donc, alors de temps en temps, il y en a un qui sert de fusible, c'est vrai. Bon, mais faut se tranquilliser. Hein, même celui qui sert de fusible aujourd'hui, un ex-ministre qui sert de fusible et tout, il va pas vraiment en prison. Hein, il s'en sort très très bien. Un peu plus tard, quand tout le tsunami un peu médiatique est passé. Donc en réalité, c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas de garde-fou. La justice qui est censée faire son travail ne le fait pas, ne le fait plus. Et d'ailleurs en France, on le voit bien, puisque la justice, normalement, c'est un pouvoir indépendant, tout comme le législatif et l'exécutif. Or, en réalité, en France, il n'y a plus de pouvoir indépendant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le législatif, l'exécutif et le judiciaire ne forment qu'un seul bloc, où chacun se repasse un peu les avantages et les copinages et le réseautage. Donc, et le quatrième pouvoir non officiel qui a toujours été les médias, qui, il y a 40 ou 50 ans en arrière, se permettait de temps en temps de remettre dans le droit chemin un politicien qui s'était peut-être un peu égaré des bonnes mœurs ou qui aurait fait mis un peu trop d'argent dans sa poche. Aujourd'hui, depuis 30 ans, on ne le fait plus. C'est-à-dire que les médias sont complices totalement et sont totalement inféodés à toute cette caste au pouvoir, cette plutocratie parasitaire. Donc, en réalité, là, on est dans un énorme problème parce qu'il n'y a plus personne pour remettre un tant soit peu l'éthique en place, si je peux m'exprimer ainsi. Donc voilà, et on le voit bien d'ailleurs par des dérapages judiciaires. Si vous le permettez, je peux citer un exemple. Il y a 2 ans, oui c'est ça, à peu près 2 ans, le juge Bailly, pour ne pas le nommer, vice-président du tribunal de Dijon, je crois, avec son épouse magistrate, je le rappelle quand même, prostituaient leur fille de 13 ans sur Internet. Donc déjà, il faut être assez pervers pour faire ça. Couple de magistrats, quand même. Ça, c'est encore plus étonnant, encore plus inconcevable. Et ce qui est totalement surréaliste, c'est la condamnation que ce monsieur s'est pris. C'est-à-dire, je crois qu'il s'est pris, après appel et tout ça, il s'est pris 3 ans avec sursis. Avec sursis. Quant à son épouse magistrate, elle n'a même pas été condamnée. Ils ont quand même prostitué leur fille de 13 ans sur Internet, sur des sites pédocriminels. Donc, on finit par se dire, mais c'est ça la justice? Waouh, c'est quand même, c'est effrayant quand même. Comment des magistrats peuvent-ils déjà s'adonner à de telles horreurs? Mais encore plus grave, comment d'autres magistrats ne les condamnent pas, c'est-à-dire les couvrent totalement, parce que c'est ça, en fait. Ils ont des pressions, certainement, ils subissent des pressions, ils se tiennent les uns les autres. Oui, enfin les pressions, mais attention, s'il y a des pressions, c'est parce qu'eux-mêmes sont complices et font peut-être les mêmes choses. Ça, c'est intéressant. Ça peut être effectivement une hypothèse intéressante. Mais si ce n'est pas le cas, alors là, quand même, hein, au niveau intégrité éthique, quand on est magistrat, ils sont magistrats quand même. Hein, ils sont censés quand même faire appliquer les lois et ils sont censés quand même donner le bon exemple au peuple. Alors là, je veux dire, là, on est tombé bien bas. Et d'ailleurs, il y a une statistique effroyable, hein, quand même, que j'ai pris connaissance il y a quelques mois. Ouais, une statistique, elle est double, hein, d'ailleurs. Le premier chiffre, c'est 2024, la France est passée
deuxième pays vendeur d'armes et de fabricant d'armes au monde, donc déjà juste derrière les États-Unis, ce qui est déjà assez abominable. Mais encore plus grave, la France est passée en 2024. Alors là, on oscille entre la deuxième et la troisième place de consultation de sites pédophiles en ligne et de création de sites pédophiles. La France. Et ça, c'est une statistique, c'est avéré, hein, je veux dire, c'est pas un chiffre en l'air, c'est avéré, c'est sourcé, c'est documenté. Donc, on n'est quand même qu'un pays de 68 millions d'habitants. Le premier étant les États-Unis, hein, entre parenthèses. Aussi bien dans la vente d'armes d'ailleurs que dans la consultation de sites pédophiles. Alors après, on oscille, nous, à la deuxième, troisième place. Je ne sais plus avec qui on rivalise pour la deuxième. Enfin, on rivalise. Il n'y a pas de quoi s'enorgueillir. Et donc, ça explique aussi... à peu près 340 millions d'habitants par rapport à nous, voilà, qui de 68 millions. Donc, c'est assez effroyable comme statistique. Et donc, peut-être ceci explique cela. Ça veut dire qu'il n'est pas étonnant de constater qu'on évolue dans un pays qui est de plus en plus criminel, qui est de plus en plus d'une perversité qui envahit de plus en plus tous les rangs des politiques et de toute une espèce d'intelligentsia perverse. Et je veux dire, on évolue quand même, ça devient dramatique quand même, parce que là, c'est quand même un chiffre qui parle de lui-même, quoi, malheureusement. Bien sûr, on peut imaginer que ces réseaux tiennent parce qu'ils sont un mélange de carriérisme, de corruption, de cynisme, d'incompétence. Oui, ils tiennent parce qu'ils se tiennent plus par la barbichette. Je pense qu'il y a quand même, entre l'affaire Epstein et l'affaire, comment il s'appelle, le rappeur américain Puff Daddy, il y a quand même, bon, il y a des soirées, ça, maintenant on le sait, il y a des soirées où tout d'un coup il y a un tas de gens qui sont conviagents de soirée, il y a la drogue qui circule, et puis tout d'un coup, bah, on présente des petits jeunes ou des petites jeunettes à des personnes, et puis tout d'un coup avec la drogue, etc., l'alcool, hop, tout déraille, mais c'est filmé, donc ah bah oui, alors après, bah oui, je te tiens, ah bah oui, tu me tiens, bon, alors du coup, bah on va peut-être mettre la pédale douce pour voilà. Et puis, donc, entre ça et le fait de vouloir conserver quand même leur salaire souvent indécent, bon, ben voilà, je pense qu'on a fait le tour. Et malheureusement, c'est ça, on en revient toujours au problème de l'intégrité et de l'éthique qui pêche totalement, quoi. Alors, c'est ça qui est fou, c'est qu'il n'y a plus d'instance aujourd'hui pour remettre les gens un petit peu dans le bon chemin. Mais je veux dire, tout un chacun peut déraper, hein, je veux dire, on n'est pas des saints tous, hein, je veux dire, on a tous eu des moments, des fois, bon, voilà. Mais je veux dire, au moins, on essaye toujours de se remettre dans le droit chemin et de se remettre en question. Mais s'il n'y a pas d'instance aujourd'hui pour faire remettre en question la majorité des gens et surtout la classe politique qui nous dirige, alors là, bah, rien ne va plus. Ça veut dire qu'il n'y a plus de garde-fou. Ça veut dire que, bon, bah voilà, on y va, quoi. On y va. Et puis tout est absous par les médias propagandistes. C'est-à-dire, aujourd'hui, tout est excusé, quoi. C'est-à-dire, je fais référence ici à l'affaire Palmade. Moi, j'ai rien contre Palmade, hein, je m'en fous. Mais bon, toute son affaire, sa sale affaire d'accident de voiture, lui, il était sous drogue, il y avait des gens dans la voiture qui étaient sous drogue, il y a quand même eu, ça s'est quand même très mal terminé. Et en fait, il s'adonne à des soirées, mais il n'y a pas que lui, il s'adonne à des soirées brutales, un mélange de chemsex, vous savez, les drogues chimiques et de sexe à outrance. Les gars, ils sortent de là, ou les femmes pareil, ils sont totalement hors sol, quoi, hors sol, et c'est drogue, sexe et défonce, quoi. Donc à un moment donné, ça colle pas. Mais comme il n'y a personne de l'autre côté pour remettre les choses dans le droit chemin et dire bon bah les mecs, là vous avez quand même vous avez franchement passé la ligne rouge vraiment plusieurs fois. Donc maintenant il serait temps quand même de revenir à la raison. Rien, c'est excusé. Et je vois que Palmade, il continue, là, il ressurgit, ça y est, il refait des petits spectacles. Bon, il a une sale tête, hein, quand même, hein. J'ai regardé sa tête, ouf, il respire pas bien, le monsieur. Mais c'est sûr qu'il doit pas bien respirer, d'ailleurs. Mais bon, passons.
Mais le problème, c'est ça, c'est que voilà, il n'y a pas d'instance réelle pour remettre les gens dans le droit chemin et leur dire, attendez, il faudrait peut-être faire une cure de désinto, puis arrêter de vous adonner à des plaisirs sordides, quoi. De ce que Donc, vous connaissez un peu, même beaucoup l'histoire, de ce que vous avez étudié, selon vous, vous n'êtes pas Madame Soleil, mais combien de temps ça peut mettre une chute d'un modèle comme ça? Plusieurs années, plusieurs décennies? vous parlez d'un pays, là? Un pays, voilà, oui, oui, tout à fait, un modèle. Ah bah, ça peut durer longtemps, ça peut être brutal, hein. Bon, c'est vrai que la dégénérescence d'une civilisation, c'est toujours arrivé de la même façon, hein. C'est sexe, drogue, mais il n'y avait pas rock'n'roll. C'est-à-dire que Rome est tombé, Rome est tombé avec orgie, sexe, drogue, enfin voilà. La Grèce antique, c'est un peu la même chose. Et là, je pense que malheureusement, on atteint un peu des sommets là, de perversion. Il y a vraiment des lobbies LGBTQ+, qui sont devenus des lobbies extrêmement dangereux, qui occupent la première place aujourd'hui en France, et pas qu'en France d'ailleurs. Mais donc on voit bien qu'on a une dégénérescence qui s'accélère parce que maintenant nos bouts de choux qui sont dans les écoles sont malheureusement bombardés par cette éducation sexuelle perverse à outrance, avec le maître à penser derrière qui est propulsé par cette oligarchie mondiale, hein, il faut bien le dire. Le maître à penser derrière, c'est Alfred Kinsey, vous savez, cet entomologiste éleveur de guêpes qui déjà, lui, s'infligeait des expérimentations sordides et brutales, mais qui en plus, si encore il se les infligeait qu'à lui-même, ça le regarde, mais qui en plus infligeait des sévices à des nourrissons pour voir si un nourrisson pouvait jouir. Enfin bon, bref. Et c'est se mettre à penser complètement fou, parce que c'était un malade mental, que cette oligarchie a pris comme maître à penser et qui est soutenue aujourd'hui par tout un tas qui a été soutenue par tout un tas de philosophes entre guillemets français à l'époque, dans les années 70, de Derrida, Bourdieu, etc., qui ont propulsé cette espèce de malade mental. Donc voilà. Et aujourd'hui, on en est à des programmes d'éducation sexuelle chez les bouts de choux, ou comment se masturber, comment faire l'amour, comment surtout aussi changer de genre. C'est une grande question, comme si un bout de chou entre 5 et 10 ans pouvait dire ah bah oui, moi je ne veux pas un garçon, moi je vais être une petite fille, etc. Non mais on atteint des sommets de perversité. Et le problème, c'est que plus ça s'accélère, plus on va on s'enfonce. Donc à un moment donné, oui, bah effectivement, il y a une chute. Et la chute, bah, à un moment donné, ça va exploser, hein. Mais il n'y a pas que la France dans ce cas-là. Je pense que toute l'Europe occidentale, les États-Unis, Israël aussi, d'ailleurs, est contaminée. Toute la jeunesse israélienne, il ne faut pas croire aujourd'hui, hein, elle est à fond dans drogue, sexe et rock'n'roll pour le coup, quoi. C'est les rave parties, etc. Mais on en est là. Dans les pays industrialisés occidentaux, on en est là. Et ça, automatiquement et obligatoirement, un beau jour, on va arriver dans le néant, quoi. Seuls, effectivement, des dirigeants éclairés pourraient nous sortir de l'ornière. Et le fait de sortir aussi d'ailleurs du joug de Bruxelles et de cette contamination de la sous-culture anglo-saxonne, parce que c'est ça aussi, c'est une sous-culture anglo-saxonne perverse qui a envahi tout et qui est en train de nous détruire et de détruire notre société et nos fondements. Et ça, c'est un énorme problème. Moi, ce qui m'étonne aussi, c'est que je vois pas beaucoup de parents, d'enfants réagir. C'est-à-dire, j'ai l'impression que, je sais pas, ou ils se rendent pas compte, ou ils ferment les yeux, ou je sais pas. Alors après, peut-être qu'il y en a plus que ce que je le pense possible, puisque les médias vont pas en parler. Ça, c'est sûr que si un papa ou une maman va taper du poing sur un bureau d'un proviseur, par exemple, ou l'académie, on n'en entendra peut-être pas forcément parler. Mais j'ai quand même pas l'impression que pour l'instant, beaucoup de gens réalisent à quel point là où on en est. Et pourtant, il vaudrait mieux qu'ils se mettent à réaliser, hein, parce que c'est l'avenir de leur bout de chou, hein, qui est en jeu. Hein, c'est nos générations futures.
bien sûr, ils vont devoir se retrouver face au cas réel pour réaliser qu'il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond sur ces intentions de faire rentrer l'éducation à la sexualité à l'école, alors que ce qu'on demande à l'école, c'est avant tout d'instruire. Absolument, bien sûr. Mais là, on atteint des sommets. Hein. Il y a eu des spectacles aussi avec des drag queens. Moi, j'ai rien contre un drag queen, je m'en fous. Moi, la personne, elle peut être drag queen, elle peut s'identifier à qui elle veut, et elle peut même s'identifier à une pelle à tarte. Je m'en fous complètement, c'est son problème. Mais là où ça me va pas, c'est que quand tout d'un coup une mairie, comme ça s'est passé à Bordeaux, décide de mettre un drag queen pour donner un spectacle à des bouts de show qui sont en maternelle. Et là, on se dit, mais vous pouvez pas mettre quelqu'un d'hétéro, tranquille, normal, quoi. Enfin, je veux dire, pas un drag queen. Ah ben non, mettez une drag queen. C'est-à-dire, ça va, quoi. Je veux dire. Ou une personne homosexuelle, mais qui n'affiche pas Voilà, sa peu importe. Mais c'est ça qui est fou. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus une dégénérescence. Je vois avec mon épouse, il y a quelques années de cela, on habitait Paris, on habitait quartier Pigalle. Puis Pigalle, on connaît à Paris, quoi. On croisait de temps en temps sur le trottoir Michou. Je sais pas, Michou. de la vie parisienne. Tout le monde connaissait Michou avec son cabaret. C'est d'ailleurs la décoration de l'Élysée actuellement, en termes de bleu, dominante de bleu Mais ceci dit, on croisait Michou souvent sur le trottoir avec son costard bleu, ses lunettes bleues et tout, mais il n'en rajoutait pas, il n'en a jamais rajouté. Ceux qui voulaient aller voir les spectacles qu'il organisait dans son cabaret, ils étaient les bienvenus, et toute l'intelligentsia parisienne y allait d'ailleurs. Mais je veux dire, il n'y avait pas un lobby autour de ça. C'est-à-dire que même un monsieur comme Michou ne l'aurait pas permis. Il ne l'aurait pas permis. Et c'est là qu'on voit bien qu'il y a une dégénérescence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est avec ce lobby LGBTQ+, poussé à son paroxysme, on est vraiment, ils veulent absolument faire passer en fait une minorité et l'imposer à une majorité de gens sans demander l'avis, effectivement, à une majorité. Mais encore une fois, je pense qu'il y a des gens, d'ailleurs j'en ai discuté avec des homosexuels qui m'ont dit, mais nous, le lobby LGBTQ+, on n'en veut pas. Oui. On veut vivre juste notre homosexualité tranquillement, mais je le comprends complètement. Mais je veux dire, mais pourquoi aller effectivement mettre au premier plan un espèce de lobby? Mais c'est voulu derrière pour anéantir notre société. C'est vraiment voulu et mis en avant. C'est ça le problème. Vous considérez que c'est un outil de l'État profond pour déconstruire la société? Ah oui, absolument. C'est un outil de l'État profond mondial qui est malheureusement appliqué au niveau de tous les États profonds occidentaux, et particulièrement en France et dans les États européens, ça c'est clair. Donc actuellement, l'Occident, c'est sexe, drogue et corruption. Et est-ce que vous redoutez, en parlant de cette chute, qui va passer certainement par des tensions économiques de plus en plus fortes, est-ce que vous redoutez le budget de Barnier, Michel Barnier, qui va être présenté très prochainement? Bon, de toute façon, le budget de Michel Barnier, oui, ça, on peut le redouter. De toute façon, il charge de l'argent. Et comme d'habitude, ils vont essayer de pressurer, ils vont même pas essayer, ils vont le faire d'ailleurs, ils vont pressurer la classe moyenne et la classe la plus pauvre, comme d'habitude. Ils vont pas pressurer les riches, mais c'est vrai qu'on est quand même, on est dans une situation en France assez lourde. Je veux dire, on en est à plus de 3200 milliards de dettes officielle. Et ce qu'on met en exergue dans notre livre, d'ailleurs, c'est que en plus de la dette officielle, il faut ajouter ce que peu de gens savent, le hors-bilan bancaire. C'est-à-dire le hors-bilan bancaire, c'est tous les engagements de l'État, en réalité, c'est-à-dire en cas de défection de certaines caisses, par exemple la caisse militaire, etc., etc., en cas de défection, c'est l'État doit payer. Et en réalité, c'est bien pratique ça parce que c'est pas inscrit dans les bilans. Donc c'est du hors bilan bancaire. Mais en réalité, c'est de l'argent que l'État déjà doit, puisque en cas de défaillance, oui, effectivement, l'État doit payer. Et il y en a quand même pour la bagatelle de 3 800 milliards. Donc si on additionne 3 200 milliards et 3 800 milliards, nous en sommes à 7 000 milliards de dettes effectives. 7 000 milliards de dettes.
Donc, à un moment donné, ça devient, c'est inconfrontable. Je veux dire, on ne remboursera jamais évidemment cette dette. En revanche, ça crée de l'inflation de plus en plus. Quant à Barnier, bah, lui, il va nous présenter un énième plan de financement, etc. Il va essayer de combler le trou, vous savez, de son prédécesseur qui s'appelle Bruno Le Maire, qui a quand même œuvré 7 ans à Bercy, qui était plus préoccupé par l'écriture de bouquins porno, puisque c'était un grand spécialiste de bouquins porno, mais plus préoccupé par l'écriture donc de ce genre de bouquins que de gérer convenablement Bercy. Donc du coup, lui déjà, il nous a accentué la dette. Et en plus, il est recasé en Polytechnique, je crois, pour enseigner chez l'équivalent de l'école Polytechnique en Suisse. Non, mais ça, c'est encore du copinage et de l'état profond. Ça, voilà, ça, on en revient encore à toute cette notion d'état profond. Le gars, il nous a plombé le pays, mais il est recasé en Suisse pour enseigner là-bas dans une université à Genève, je crois, ou à Lausanne, je ne sais plus laquelle des villes. Voilà, c'est incroyable. Hein. Incroyable, mais vrai. Autant d'incompétences pose question. J'ai une question semi-naïve, mais on a peut-être un peu la réponse. Cette ruine de la France, elle est organisée dans un but? Oui, elle est organisée dans un but. Le but étant que c'est encore, on en revient toujours aux anglo-saxons, c'est-à-dire que le but des USA, ça a toujours été de faire main basse sur l'Europe et de piller ses richesses. Chose qu'ils font depuis 1917. En réalité, en 1917, quand ils ont débarqué en France, c'était pas du tout pour nous sauver, pour nous permettre de gagner la guerre. En réalité, la guerre de 14-18, les Français et les Anglais étaient sur le point de la gagner face aux Allemands, puisque de toute façon, les trois pays n'en pouvaient plus, mais à un moment donné, on était quand même sur le point de l'emporter. Donc ils sont arrivés en sauveur, en fait, ils n'ont rien sauvé du tout, mais en réalité, ils ont vraiment posé le pied en Europe. Et ils ont commencé à vouloir piller l'Europe. Et en fait, leur but, ça a toujours été de faire de l'Europe, des pays européens, un protectorat. Ils ont réessayé de faire un protectorat officiel en France à la fin de la guerre de 45, en 45, mais ils n'y sont pas vraiment arrivés parce que le général de Gaulle a mis le haut là. Mais en réalité, c'est ça leur but. Alors, le but non avoué, mais qui est là, c'est de faire un État de l'Europe, un État fédéral, et nous y sommes quasiment, c'est-à-dire parce qu'il est plus facile de contrôler par le dessus un État fédéral qu'effectivement qu'une multitude d'États. C'est toujours un peu plus facile, effectivement, mais c'est dans le but, effectivement, de continuer à piller nos richesses et le pillage, d'ailleurs, qui en profite, et ben, encore une fois, le consortium financier américain. Et malheureusement, c'est ça. C'est-à-dire que nous, en France, quand on regarde ce qu'était la France il y a, allez, 40 ou 50 ans, quand je regarde où on en était il y a 40 ou 50 ans, quand je regarde aujourd'hui, c'était effarant. On n'a plus d'industrie quasiment. Il y a un bradage systématique de toutes nos institutions. Emmanuel Macron, pour ça, il fait extraordinairement bien le travail. L'ONF, l'Office national des eaux et forêts, n'existe quasiment plus. Quand je vois l'entretien des forêts aujourd'hui, je prends peur. Avec mon épouse, on se bat d'enfants, on se dit, mais mon Dieu, on n'a jamais vu des forêts aussi mal entretenues. Il n'y a plus d'ONF. Maintenant, les forêts sont vendues à des sociétés privées qui font des coupes. Mais des coupes quoi. Pas 3 arbres, hein, mais ils ne replantent rien. Donc en fait, tout est vendu à l'encan, tout est bradé. Les barrages hydroélectriques sont bradés aussi. Tout est bradé en France. Il ne reste plus grand-chose, à part Airbus. Voilà, mais le reste a complètement disparu. Donc aujourd'hui, en France, la France ne vit bien que grâce au tourisme. Heureusement qu'on a le tourisme encore, mais enfin le tourisme ne fait pas vivre tout le monde non plus. Et malheureusement, on est vraiment, toutes nos richesses ont basculé, vont directement dans la poche du consortium américain. Donc, et c'est voulu, et c'est ce qu'ils veulent faire aussi au niveau de la Fédération de Russie. Parce qu'attention, il ne faut pas se voiler les yeux. S'il y a ce conflit en ce moment russo-otanien via l'Ukraine, c'est le même plan qu'ont les Américains. Les Américains veulent conserver l'hégémonie du dollar. Vouloir conserver l'hégémonie du dollar, déjà, ça signifie que tous les pays doivent être alignés sur le dollar. Et le vieux plan américain, qui date de vieux d'ailleurs, anglo-saxon je dirais presque, parce que c'est anglo-américain, c'est de faire main basse sur la Russie, donc de la morceler en plusieurs pays. Déjà, ce serait beaucoup plus simple à contrôler, parce que là, il n'y aurait plus cet immense pays, et évidemment, de la piller. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que la Russie
ça a été évalué par des économistes, et aujourd'hui, les richesses de la Russie sont évaluées à, tenez-vous bien, 50 000 milliards de dollars en richesses pétrolières, gaz, minerais, etc., etc. Donc c'est un immense pactole que les Américains, les Anglo-Américains voudraient bien faire main basse. Et c'est pour ça qu'ils ont des visées sur la Fédération de Russie. C'est pas autre chose, hein, je veux dire, hein, c'est pas autre chose. C'est toujours un peu... On se ruine pour l'Ukraine, en fait. Pardon ? C'est pour ça qu'on se ruine pour l'Ukraine. Absolument. Absolument. C'est pour ça aussi que la planche à billets, d'ailleurs, est omniprésente pour aller financer l'Ukraine, enfin l'Ukraine, la guerre en Ukraine, parce que ça finance surtout, en fait, ce qu'il faut comprendre aussi dans le financement, qu'il soit américain d'ailleurs ou européen, c'est pareil, quand on dit on va donner 40 milliards à l'Ukraine, je parle pour la France là par exemple, bon, en réalité il y a 30 milliards qui alimentent les usines d'armement France, que ça tourne à plein régime, il y a 30 milliards qui restent sur le plan, sur le territoire national. Et il y a 10 milliards, si c'est 40 milliards qu'on donne à l'Ukraine, il y a 10 milliards qui vont dans la poche de Zelensky et de son gouvernement félon. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qui est intéressant. Et d'ailleurs, je crois que pour cette année ou l'année dernière, enfin entre les deux, je crois que le pays qui a le plus acheté de voitures de luxe, enfin les ressortissants d'un pays qui a le plus acheté de voitures de luxe, c'est l'Ukraine, c'est les Ukrainiens. Ah ouais, ah bah quand même. Malgré la guerre, il y a eu les Bugatti, les Lamborghini, etc., etc., se sont énormément vendus à des Ukrainiens. Ça, c'est intéressant quand même. Hein, c'est toujours intéressant. On va notre argent à tous. Voilà. Bien malgré nous, certainement. Quel est le pays qui a eu le premier l'idée de cette monnaie numérique, comme on dit? De l'euro? Oui. Ah, le premier pays qui a eu l'idée, honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas, je me rappelle plus bien. Moi, je sais qu'un des grands... je sais plus. Je sais qu'il y a Delors qui a beaucoup poussé à l'époque la création effectivement de l'Europe, qui a beaucoup poussé. Alors après, je sais plus. Honnêtement, c'est là où me pose une colle. Je sais pas si, je pense que ça a dû être un peu en réunion collégiale, mais je ne pourrais pas vous dire qui a eu la brillante idée de l'euro. Bah, de toute façon, c'était dans les tuyaux, hein, mais. Est-ce que c'est corrélé avec la création du Bitcoin en 2008? On ne sait pas trop finalement. Est-ce que la création du Bitcoin, ça a été quelque chose d'assez opaque? Et d'ailleurs, aujourd'hui, on ne sait toujours pas qui a créé. Ah, mais ça, le Bitcoin, on ne le saura jamais. Ça, il paraît que c'est un japonais, et donc personne ne connaît l'identité, etc. Non, c'est pas corrélé au Bitcoin, hein, je crois pas. L'euro a été créé, ça faisait déjà un moment, à partir du moment où il y avait une création de l'Europe, en fait. J'ai mon épouse qui m'a soufflé derrière, elle m'a dit le FMI. C'est le FMI qui a certainement poussé pour la création de l'euro, ouais, c'est ça. Après, ils sont inspirés de la blockchain qui a été créée par le créateur ou le groupe créateur du Bitcoin. Pour l'euro, bah non, l'euro a été créé avant le Bitcoin, de toute façon. Non, mais je parle de l'euro numérique. L'euro numérique, on ne sait pas. Comme un peu le Bitcoin, il va s'inspirer techniquement certainement de la. Oui, on ne s'est pas compris. Ah ben d'accord, oui. Alors au niveau des cryptos, ça c'est autre chose. De toute façon, on y arrive au niveau des cryptos. Oui, j'avais pas bien compris la question. En fait, au niveau des cryptos, on y arrive puisque bien évidemment le cash va disparaître. Hein. Tôt ou tard, il n'y aura plus de cash. Bon, ça malheureusement, c'est inéluctable. Hein. On y arrive, que ce soit dans 5, 10 ans, 15 ans, on y arrive, on n'aura plus de cash. Et effectivement, tout va basculer sur le numérique. Alors après, les monnaies numériques, je veux dire, tous les pays sont en train d'étudier les monnaies numériques, y compris la Fédération de Russie d'ailleurs. Hein. Je veux dire, tous les pays sont en train d'étudier le fait que on va basculer sur des monnaies numériques. Et effectivement, le Bitcoin a été un des starters, je dirais, de la monnaie numérique, puisque c'était la première monnaie numérique, qui au départ d'ailleurs ne valait rien, et qui à un moment donné s'est mis à exploser, et continue d'ailleurs à caracoler. Alors après, bon, ce qu'il faut comprendre avec les crypto-monnaies, c'est qu'on en revient presque à la même analyse qu'avec l'euro, par exemple, et le dollar. Le problème des monnaies, est-ce que les monnaies, ce sont des monnaies de singe? Est-ce que ce sont des monnaies de singe ou des monnaies réelles? En réalité, le dollar et l'euro sont des monnaies de singe aujourd'hui, depuis longtemps d'ailleurs, puisqu'elles ne sont pas adossées à l'or.
Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une monnaie a une certaine valeur si elle est adossée à l'or. Et les cryptos, c'est exactement la même chose. Est-ce qu'une crypto va être adossée à l'or ou pas? En réalité, pour l'instant, il n'y aurait qu'une crypto ou deux, je ne me rappelle plus leur nom, qui sont à l'étude ou qui viennent d'être créées, qui seraient adossées à l'or. Mais ce sont des cryptos que vous ne pouvez pas acheter pour l'instant sur le marché. Il y en a une qui s'appelle Loan ou quelque chose comme ça. Mais si ces cryptos qui vont naître un peu partout ne sont pas adossés à l'or, bah on en revient toujours à la même optique, c'est-à-dire que la même chose, c'est qu'elles ne sont pas adossées à l'or, donc ça repose sur rien, ça repose sur du vent, quoi. Et le Bitcoin aujourd'hui a le vent en poupe, mais peut très bien s'effondrer demain. Alors après, la chose qui peut tenir aussi au niveau du Bitcoin, c'est qu'il y a une certaine quantité qui a été émise de Bitcoin, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le Bitcoin ne peut pas être émis au-delà de cette certaine quantité qui a été fixée. Ce qui fait la valeur effectivement intrinsèque du Bitcoin aujourd'hui. Oui, il sera Aujourd'hui, d'ailleurs, miné en quantité limitée. Et le dernier voilà. Bitcoin sera. Voilà. Et d'ailleurs, vous ne pouvez plus acheter aujourd'hui un Bitcoin. Vous pouvez acheter des dixièmes ou des fragments de Bitcoin et vous pouvez acheter des Bitcoins entiers. Il y a une quantité limitée. Donc ça peut tenir encore un certain temps. Je ne sais pas jusqu'à quand. Après là-dessus, c'est difficile de faire une prospective. Mais en tout cas, pour en revenir au crypto, oui, on y arrive. Hein. De toute façon, on va y arriver. Hein. Ça, c'est clair. Mais quand on regarde bien, aujourd'hui, beaucoup de gens me disent, oui, la solution, c'est de payer en cash. Bon, c'est pas tout à fait faux. Mais c'est pas tout à fait vrai non plus, puisque le cash, comme je viens de le dire, l'euro n'est pas adossé à l'or. Donc demain, s'il y a une inflation énorme, s'il y a une crise économique énorme, et s'il faut une pile de billets pour aller acheter une baguette de pain, on se rendra vite compte, et je le souhaite pas d'ailleurs, que notre monnaie est vraiment une monnaie de singe. En revanche, si vous avez une pièce d'or, vous pourrez toujours la monnayer pour acheter peut-être des baguettes de pain, un poulet, un rôti, etc., des légumes, etc., etc. Mais si vous avez une pile de billets, je ne crois pas que vous puissiez acheter grand-chose. C'est là où, Vous croyez qu'il n'y aura pas de retour en arrière possible concernant le cash, que quand les peuples se seront rendus compte que finalement la monnaie numérique, c'est quand même la plus grande prison qui soit, il y a des mouvements de résistance pour retourner à des monnaies physiques, palpables. Les gens, je pense que beaucoup de gens ne se rendent pas compte effectivement de l'impact réel de plus avoir de cash. Moi, je vois, quand on était encore en activité avec mon épouse, et on était commerçants, donc je veux dire commerçants, épicerie fine, restauration, etc. Donc on connaît un peu, on voit bien comment les gens payent et comment les gens ont payé. On n'a pas arrêté depuis si longtemps que cela, donc moi je voyais des gens il n'y a pas si longtemps payer, ils ont leur carte bancaire dans la montre. Hein. Le gars, il est arrivé, combien je vous dois? Bah écoutez, vous me devez tant. Le gars, il enlève le pull de sa montre, il me met la montre, il pianote, tac, il y a sa carte bleue qui apparaît sur sa montre, bim, il me paye sur le TPE, il me paye avec sa montre. Bon, puis j'ai vu des gens faire ça, j'en ai pas vu qu'un faire ça. Hein. C'est des gens qui sont 30, 35, 40 ans. C'est des quadras, quoi, des trentenaires, des quadras. Donc, et à la question, d'ailleurs, je crois que j'ai dû poser la question à un. J'ai dit, mais le cash, c'était loin de. On habitue les gens peu à peu. Ça se fait lentement, mais sûrement. Ils adhèrent aussi, hein, mais quand je vois aussi les commerçants beaucoup adhérer, c'est malheureux. Moi, j'ai vu quand même le basculement des boulangeries, tiens, puisqu'on parle des commerçants, mais regardez les boulangeries. Le nombre de boulangers qui aujourd'hui vous incitent à payer plus en carte de crédit qu'en cash, d'ailleurs, qui ont installé aussi des appareils où vous mettez le cash, mais je veux dire, c'est fou parce que moi, on a connu une époque avec mon épouse où aucun boulanger, aucun commerçant n'aurait accepté un paiement en carte inférieur à 10 euros, par exemple, ou inférieur à 5 euros. Parce que ce qu'il faut quand même pas oublier, c'est qu'un commerçant, quand il accepte un paiement en carte, il paye à la fois un pourcentage sur ce paiement à la banque.
il paye sa location du TPE, parce qu'en général, les TPE, vous ne les achetez pas quand vous êtes commerçant, parce que ça ne sert à rien de les acheter. Donc, vous payez la location du TPE et vous payez de temps en temps la communication téléphonique que fait le TPE à un centre bancaire pour vérifier la validité d'une carte. Donc, en réalité, vous payez 3 fois. Le commerçant paye 3 fois. Ce qui veut dire que sur un paiement à 2 euros, par exemple, chez un boulanger, 1,30 €, quand vous achetez une baguette de pain à 1,30 € que vous payez déjà en tant que boulanger, déjà un certain pourcentage à la banque, l'allocation du TPE, plus de temps en temps une communication télé, vous vous dites, mais attends, c'est débile, quoi. Eh bien oui, c'est débile, mais n'empêche que la quasi-totalité des commerçants, la totalité même des commerçants a accepté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez acheter une baguette de pain à 1,40 € et payer en carte. Chose qui était impensable il y a, allez, 15-20 ans en arrière. 20 ans en arrière, un boulanger, vous auriez dit, bah non, vous êtes gentil, hein, mais moi, pour 1,30 € ou 1,40 €, je ne vais pas vous prendre une carte. Aujourd'hui, c'est il y a des commerçants qui ont réussi à négocier ces frais, en fait. Ils ont négocié les tarifs. Alors là, je ne suis pas certain, parce que moi du temps où on était encore commerçant, et je vous parle de ça il y a 5 ans maintenant, hein, il y a 5 ans, je n'ai rien négocié du tout. Hein, il y a 5 ans, c'était, on payait. Alors, qui l'avait négocié un peu. Je ne sais plus le pourcentage. Oui, mais même négocier, vous payez toujours des frais. C'est toujours la même histoire. Vous payez toujours. Donc, à un moment donné, alors que si quelqu'un vous sort pour 1,40 € ou si quelqu'un vous sort 1,40 €, bah, vous ne payez pas. Vous ne payez pas de frais. Juste vous empochez 1,40 €. Donc, voilà. On voit bien qu'il y a quelque chose là qui ne colle pas et qui a été adopté par la majorité des commerçants et par une majorité de gens aujourd'hui. Alors évidemment, il y a des gens qui vont vous dire, bon, moi, je me fais un point d'honneur, je paye en cash. Tant mieux, il y en a encore. Mais c'est pas la majorité. C'est pas la majorité. Moi, je l'ai vu un jour, je sais plus, j'étais dans un salon du livre, je vendais des bouquins. Il y en a un, il a voulu me payer en carte. Je lui ai dit, ah bah, vous êtes gentil, je n'ai pas le TPE. Ah bah il m'a dit, mince alors, bah oui, mais moi, vous savez, j'ai plus de cash sur moi. Et j'avais affaire à un monsieur qui devait avoir 40 ans. Ah, moi j'ai plus de cash, moi je paye tout en carte. Oui, d'accord, ok. Bon, dans un salon de livre, c'est raté. Je lui ai dit, c'est raté. Moi, vous avez cash. Non mais. Pas tout cash. C'est pour dire. Et oui. Et je voulais vous dire justement, en fait, les États profonds ont tout intérêt à ce que ces monnaies numériques apparaissent. Ah ben bien sûr, c'est clair. Ah ben ça c'est d'une évidence parce que de toute façon le trafic qu'il y aura pour eux va continuer, c'est-à-dire il y aura toujours de toute façon des comptes offshore, que ce soit en monnaie numérique. De toute façon aujourd'hui c'est déjà par virement. Il est évident que les petites valises pleines de cash aujourd'hui qui se baladent et qui franchissent les frontières, il y en a encore, enfin de moins en moins quand même. On n'est plus, là on bascule de plus en plus sur des jeux d'écriture et des versements par virement. Donc il est bien évident que ce soit un virement aujourd'hui en euros ou que ce soit un virement un peu plus tard en crypto. Ça va revenir pareil. Et d'ailleurs, alors à la question un peu, on s'est souvent posé la question de savoir si au niveau du trafic de drogue et de la grande criminalité, où c'est quand même beaucoup de cash, parce que là, on n'est pas non plus dans des achats par carte bancaire, eh bien, très, très certainement, ça va se faire en crypto. Ça se fera plus en cash, ça se fera en crypto, bien sûr. Crypto, où ces gens-là seront intraçables. Bah, le crypto, vous n'êtes pas vraiment traçable. Absolument. Ça, c'est clair, puisque vous pouvez opérer via des plateformes, etc., et acheter ou dépenser des cryptos. Donc, ça sera intraçable. Et donc voilà, et c'est malheureux, hein, mais on y arrive. Mais tout ça aussi, c'est pourquoi on en est là. C'est parce que à partir du moment où il y a eu les accords de Bretton Woods qui ont été cassés, à ce moment-là, le dollar n'a plus été adossé à l'or, et là, ça a été le commencement de la fin. Et l'euro, bien entendu, qui a été créé beaucoup plus tard que le dollar, a suivi la même pente, à savoir ne pas être adossé à l'or. Donc aujourd'hui, on a effectivement des monnaies de singe, c'est-à-dire que tous les billets que nous avons dans notre portefeuille, c'est de la monnaie de singe en réalité. C'est-à-dire que demain, aujourd'hui, ça vaut un billet de 50 € vaut 50 €, parce que c'est marqué, mais demain ne peut très bien ne plus valoir que 10 €. Alors,
On peut dire que l'avenir est dystopique si on vous écoute. Mais est-ce que la vie sera plus forte finalement? Comme dans un jardin, quel plus fort, il y aura toujours des résistants. Bah oui, il y aura toujours des résistants. Non, bah c'est vrai que des fois, et c'est vrai que quelquefois quand je donne une conférence, on me dit oh là là, vous nous brossez un tableau. Oh, bon, mais il faut rester. D'un autre côté, j'ai du mal à brosser un tableau idyllique, vu que quand même, quand on étale un peu les faits, parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un d'assez factuel, donc c'est là en ce moment-là, pendant l'heure que nous venons de passer ensemble, j'ai exposé des faits. J'ai pas, Oui, malheureusement, ce sont des faits. un Donc, enquêteur, je confirme, hein, ce livre est extrêmement documenté. Je le conseille à tout le monde. Il est facile à lire, beaucoup de chiffres, et puis vous pouvez aller enquêter vous-même, vérifier si ce qui est dit dedans est vrai, mais c'est bien sourcé. Donc oui, ça n'encourage pas, mais restons. voilà, alors après, ce que je peux dire un peu déjà, il faut garder quand même un peu d'optimisme, c'est clair, mais moi, je garde toujours quand même une certaine dose d'optimisme, hein. Je me dis que de toute façon, tout n'est pas perdu, tout peut changer. Tout peut changer, en fait. Le futur n'est pas écrit, rien n'est écrit. Tout à l'heure, j'ai fait référence à des colosses comme BlackRock Vanguard. Oui, c'est vrai, ce sont des colosses, mais au pied d'argile, parce qu'en réalité, demain, tout le système peut être mis à mal. Il ne faut pas oublier que tous ces gens-là opèrent via des ordinateurs. Les ordinateurs, c'est faillible. Je ne dirais pas plus que cela, mais ça laisse un peu envisager que tout est possible. Et en réalité, tout ce système peut très bien être mis à mal, hein, à condition qu'il y ait aussi une majorité de gens qui aujourd'hui commencent à se dire, bon, il serait peut-être temps un peu que l'on fasse quelque chose, ne serait-ce que déjà pour nous, mais pour eux-mêmes, je veux dire, mais aussi et surtout pour leurs enfants et leurs petits-enfants, parce que c'est de eux dont il s'agit, ce sont les générations futures. Qu'est-ce qu'on va laisser comme héritage à nos générations futures? On leur laisse une société qui est en train de s'écrouler, une société dystopique, ou on leur laisse une société qui est en train de se relever? Je pense que tout est faisable. En fait, tout est possible de se renverser, tout est possible. Je pense que tout un chacun a le pouvoir et le devoir d'entrer en désobéissance civile non violente. C'est-à-dire, on a tous le pouvoir de dire non, on peut tous refuser quelque chose avec laquelle on n'est pas en accord et qui va à l'encontre de la propre survie, de la survie immédiate. Si demain on voit une forêt entièrement se faire dévaster par des entreprises et des méga entreprises pour ne rien planter, on a le devoir de dire attendez, vous êtes gentil, mais on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord parce que des forêts, enlever tout un tas d'arbres pour n'y planter que des sapins de Douglas qui ne sont que des sapins et qui ne sont pas adaptés, c'est pas bon. On a tous le devoir aussi, si on est parents et qu'on a des bouts de chou, ils ont le devoir aussi de dire on ne veut pas qu'un drag queen, non, nous fasse fasse un spectacle à nos bouts de chou. On a le droit de refuser, hein, on n'est pas obligé d'accepter béatement et voilà, en tant qu'esclave, que voilà, non, on n'est pas obligé. Il y a un aspect important que vous soulevez là, c'est la notion de la transmission, puisque finalement, cet état profond, quand même, se reproduit et agit quand même sur des décennies. Donc, en fait, tout ce qui n'est pas accepté immédiatement sera retenté dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, puisque de toute façon, on a bien vu que les mensonges ont été répétés, les opérations psychologiques, ce qu'on appelle les psyopes, sont retentées quand le peuple est prêt à en avaler une, enfin voilà, que toutes les conditions sont réunies. Donc la notion de transmission à la descendance est importante, puisque ces familles dynastiques et leurs projets se projettent sur du moyen et du long terme. Donc ça, c'est important de le préciser. Absolument, absolument, absolument. Donc voilà, il faut rester optimiste, mais il faut aussi que une majorité de gens se mettent à se dire, attendez, à un moment donné, on ne va pas attendre de tout toucher le fond du fond pour remonter, parce que plus ça dégringole, et plus ça va être dur de remonter. Donc il est nécessaire quand même d'agir. Et ce n'est pas forcément compliqué d'agir, il faut juste avoir un peu de courage d'affirmer ses propres opinions et surtout d'affirmer que ce qui vient d'en haut n'est pas toujours, loin s'en faut, bon pour la survie immédiate de notre famille et de notre entourage, de nos amis et de la société en général. Mais je pense
on peut y faire quelque chose, effectivement. Ça commence par la connaissance. Voilà. Donc, se renseigner, c'est le début de l'action. Et puis aussi, c'est vrai, merci pour ça Stéphanie, et en même temps, il faut aussi pas perdre de vue qu'il faut soutenir les médias libres et indépendants aussi. Tous, les Par petits exemple, et les gros. voilà. Parce qu'en réalité, sans les médias libres et indépendants, il n'y a pas véritablement de vraies informations qui circulent. Donc, bravo et merci Stéphanie pour maintenir le flambeau. Débat d'idées, à minima, des voix dissidentes et au moins du débat d'idées, de la contradiction. Un grand merci pour tout ce savoir et cette bonne humeur malgré les nouvelles un peu rudes. Merci à vous. Merci Stéphanie.